le cadre de la Semaine pour la justice sociale et climatique, les organismes communautaires de la Côte de Gaspé ont eu des échanges riches avec la population qui a pu partager sa réalité et qui a culminé avec une rencontre d'1 heure avec le député caquiste Stéphane Sainte-Croix. Nous écoutons Gabrielle Neveu, intervenante en prévention et responsable pour le secteur anglophone Espace Gaspésie-les-Îles. Je m'appelle Gabrielle Neveu, je suis intervenante en prévention pour l'organisme Espace Gaspésie-les-Îles. C'est un organisme en prévention de toutes les formes de violence. Mais aujourd'hui, je parle aussi au nom de la table des organismes communautaires de la Côte de Gaspé, qui regroupe 24 organismes communautaires autonomes qui œuvrent sur le territoire de la MRC Côte de Gaspé. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu, est-ce qu'il y a une mission? C'est quoi la mission de la table des organismes communautaires? Ben, c'est vraiment un espace de rassemblement, comme un regroupement pour nous, les organismes, qui nous permet de mieux nous connaître, puis de aussi au besoin là, porter des revendications communes, comme ça a été le cas il y a quelques semaines là, pour la semaine de la justice sociale. Ben justement, c'est du 20 au 24 février dernier qu'a eu lieu c'est la semaine pour la justice sociale et climatique. De quelle façon est-ce que vous avez souligné cet événement? En fait, au courant de la semaine, sur les heures de dîner, il y a des petites équipes de travailleurs d'organismes communautaires qui sont allés dans différents endroits publics de Gaspé, donc que ce soit rue principale, les centres commerciaux, les aires communes du cégep. Puis, on avait avec nous une espèce de roue de fortune qu'on faisait tourner aux participantes qui voulaient bien. Puis, ça nous permettait, selon la catégorie qui étaient touchés, de donner des faits, des statistiques sur différentes formes d'inégalité sociale. Donc, certaines choses qui touchaient, par exemple, la précarité économique, d'autres, les inégalités de genre, les questions raciales, l'âge, etc. Est-ce que tu pourrais peut-être définir vraiment le terme justice sociale? Bon, tu parles d'inégalité. Est-ce que c'est un terme parmi d'autres? Comment tu nous décrirais ça? C'est quoi la justice sociale? Mais ce serait une situation dans laquelle des gens, peu importe leur différences individuelles, ont accès à des chances égales, à des opportunités, puis donc qui font pas donc le contraire, si on veut, de la discrimination, par exemple, et des injustices. Donc ça fait en sorte que dans un contexte de justice sociale, ben tout le monde a un sens de sécurité aussi qui est similaire, parce qu'il y a des injustices qui font en sorte que des personnes se sentent moins en sécurité, sont plus affectées par des violences, par exemple. Donc, en tout cas, dans un contexte de justice sociale, bien, il y a un sentiment de sécurité qui est partagé. Puis aussi, les personnes ont autant la possibilité de s'épanouir, puis de réaliser leur potentiel, puis tout en ayant une bonne santé physique et mentale. Donc, c'est un petit peu ça, la justice sociale, dans mes mots. Alors, comment est-ce qu'on a des chiffres ou si c'est pas forcément des chiffres, est-ce qu'on a un portrait des inégalités sociales en Gaspésie? Est-ce que c'est quelque chose qui touche une bonne partie de la population? Oui, en fait, nous, on est allé chercher différentes données. Parfois, c'était des données locales, parfois, c'était des données un peu plus au niveau de la province. Mais si on pense, par exemple, actuellement, là, une situation qui est très criante en Gaspésie, c'est la crise du logement. Ben, pour des personnes, c'est déjà difficile pour la plupart des ménages de se loger, des ménages locataires surtout. Si on ajoute à ces difficultés-là, à ce contexte difficile-là, par exemple, le fait d'être à mobilité réduite, donc d'être peut-être en fauteuil roulant, d'avoir besoin d'être peut-être en rez-de-chaussée, d'avoir un appartement adapté, mais c'est sûr que ces personnes-là sont devant des difficultés encore plus grandes. On a rencontré des personnes qui étaient dans des appartements inadaptés pour eux, qui étaient pas capables de rentrer seuls dans leur appartement parce que leur fauteuil passe pas par la porte, par exemple, des choses comme ça.
Puis aussi les personnes, les familles monoparentales qui ont des jeunes enfants, soit parfois refusés, les étudiantes, soit parfois refusés juste sur la base du fait qu'ils sont étudiants. Donc, il y a des préjugés aussi par rapport à certains groupes de la population. Population immigrante aussi fait face à des préjugés. Donc, ça, on parle juste des situations face au logement, mais c'est quelque chose qui souligne ces inégalités sociales-là parce qu'il y a comme un contexte où il y a comme une espèce de compétition qui se crée malgré tout. Puis c'est les personnes les plus favorisées qui vont avoir un plus grand accès au logement. Mais par exemple, on a aussi des données par rapport aux inégalités hommes-femmes. Encore aujourd'hui, à la grandeur du Québec, les femmes gagnent moins que les hommes. On avait c'est à peu près 87% du salaire hebdomadaire que les femmes gagnent par rapport aux hommes. En termes de salaire horaire, c'est plus comme autour de 91%, mais il y a la réalité que les femmes, justement, gagnent moins par semaine ou par année parce qu'elles sont plus nombreuses à prendre moins de temps de travail pour pouvoir donner des soins aux enfants, pour pouvoir être proche aidante aussi. Donc, c'est ça. Puis actuellement, ça, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans la région. Des femmes qui sont pas capables de retourner au travail après un congé parental, qui sont pas capables de retourner au travail parce qu'il y a un manque de place en garderie, par exemple. Donc, elles vont être plus nombreuses à couper dans leur travail, essayer d'avoir moins d'heures de travail pour pouvoir mieux concilier avec la vie familiale, par exemple. Donc, c'est toutes des situations qu'on voit qui sont présentes dans notre région. Puis là, j'en ai nommé quelques-unes, mais il y en aurait d'autres aussi. Donc, c'est pas dans l'optique de dire qu'on est un endroit où c'est terrible de vivre. C'est un endroit qui est agréable de vivre, mais il y a encore ces choses-là qui doivent être adressées puis qui rendent la vie beaucoup plus difficile pour certaines personnes. Mais justement, de quelle façon est-ce qu'on peut contrer et avec quel organisme ou de quelle façon est-ce qu'on peut contrer ces inégalités sociales? Il y a différents axes d'approche. Tu sais, nous, au courant de la semaine, on a un peu travaillé sur 2 axes en simultané. On a fait une activité donc auprès de la population qui était plus de sensibilisation. On dit parfois d'éducation populaire, donc de sensibiliser les gens à l'existence de ces discriminations-là. Parfois même en étant pleine de bonne volonté, on n'est pas nécessairement au courant, on se met pas nécessairement dans la peau de personnes qui vivent des choses différentes de nous. Puis c'est un réflexe qui est normal. Donc, plus on est informé, plus on est capable nous-mêmes dans nos choix, dans notre vie personnelle, de pas propager des préjugés, par exemple, ou essayer de donner des chances égales aux personnes autour de nous. Fait que c'est un niveau un peu, tu sais, l'axe de la population, si on veut, par l'éducation, par les prises de position personnelles. Mais nous, pendant la semaine, on a aussi voulu interpeller le niveau politique en allant rencontrer le député caquiste, M. Stéphane Sainte-Croix, parce qu'il y a aussi des choix sociaux, des orientations politiques qui ont un impact sur ces inégalités-là. Par exemple, on soulignait la statistique que les femmes autochtones ont 6 fois plus de chances que des femmes non autochtones d'être assassinées ou enlevées au Canada. Donc, c'est énorme. Tous les groupes qui sont concernés par les injustices, les inégalités, comme justement les femmes autochtones, les personnes qui sont sur le chômage, les personnes immigrantes, les personnes en situation de handicap, ils ont toutes et tous il y a des regroupements qui existent, des organismes, des regroupements qui défendent les droits de ces personnes-là. Ils ont ces personnes-là des revendications, ils ont des idées très, très, très concrètes, des recommandations pour adresser ces situations-là d'injustice puis redresser un peu les chances. Donc, il faut que les différents niveaux de gouvernement soient à l'écoute aussi, aillent vers ces groupes-là pour se renseigner sur les mesures qui sont qui pourraient être prises. Et puis souvent, ces groupes-là, ils font beaucoup, beaucoup de travail pour être entendus. Donc, il faut de l'écoute là, du point de vue des différents gouvernements pour régler les injustices. Puis dans ce cas-là particulier, justement, avec le député Stéphane Sainte-Croix, est-ce que vous avez ressenti une ouverture de sa part concernant tous ces sujets? Oui, c'est certain que c'était une première rencontre entre les organismes et le député. Donc, je pense que de son côté, il y avait peut-être
une volonté à essayer de comprendre, tu sais, un peu qui on était, quel genre de travail on faisait. Nous, on était là plus dans une optique de porter des revendications, de faire connaître des problématiques. Mais il y a certaines problématiques qu'on a pu... c'était difficile, évidemment, d'adresser toutes les situations d'inégalité qu'on peut constater parce que les organismes communautaires, on est beaucoup sur le terrain puis on travaille avec des groupes de la population qui sont très variés. Pour nous, les enfants, pour d'autres, les familles, les personnes âgées, les personnes qui ont des enjeux de santé mentale. Il y a vraiment toutes sortes de situations. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on remarque puis qu'on avait le goût d'adresser. Aller un petit peu plus en profondeur sur la question de la crise du logement. Le député a eu l'air très interpellé par le manque de données sur les logements adaptés, puis le fait que ce soit pas une situation qui soit beaucoup prise en compte là, dans la planification de la construction de logements. Aussi, on a parlé d'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez préoccupant avec la hausse des prix des aliments, l'inflation en général. En Gaspésie, il y a des déserts alimentaires aussi. Quand les petites épiceries de villages ferment, ça fait des zones encore plus de vide où les gens doivent en plus se déplacer pour aller chercher des aliments, ce qui augmente le coût quand même avec le déplacement, tout ça, pour des personnes aussi qui peuvent avoir peu de mobilité. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui semble avoir interpellé davantage. Puis M. Sainte-Croix, si j'ai bien compris, travaille sur des dossiers en lien avec le MAPAC. Donc en termes de production alimentaire aussi, accès aux aliments, c'est quelque chose qui est un petit peu plus dans son domaine. Donc on a senti de l'écoute, la curiosité par rapport à certains enjeux qu'on soulevait. C'est sûr que ça va prendre plus de rencontres de ce genre-là parce que, comme j'ai dit, on a essayé de faire un certain portrait, de nommer différentes situations d'inégalité sociale et climatique qu'on constate, mais on n'a pas pu évidemment tout dire, puis non plus on n'a pas pu entrer nécessairement dans des pistes de solutions pour chacune de ces questions-là. Donc, ça prendra de continuer la collaboration, mais c'est quelque chose qui a été évoqué des deux côtés. Il y avait un désir de continuer à se rencontrer. Puis, c'est sûr que depuis le début de son mandat, M. Sainte-Croix était pas nécessairement particulièrement disponible. Là, c'était pas, il n'y a pas eu vraiment de contact entre nous, mais il se disait plus installé maintenant dans ses fonctions, donc un petit peu plus disponible pour continuer à nous rencontrer. Puis si on en revient justement à la table des organismes communautaires, est-ce que, parce que justement vous vous rencontrez, est-ce que tu sens que les organismes se sentent soutenus dans notre région justement, que ce soit financièrement ou pour pouvoir œuvrer dans cette lutte d'inégalité sociale? On fait face à des défis, c'est certain. Ça fait des dizaines d'années qu'on milite pour un meilleur financement à la mission. En ce moment, depuis les dernières années, il y a eu une espèce de glissement où les organismes sont de plus en plus forcés d'aller chercher du financement pour des projets spéciaux. C'est bien quand on a un projet spécial de pouvoir obtenir du financement, mais nos activités de base, elles sont extrêmement importantes. Et si on parle de pour œuvrer contre l'insécurité alimentaire, par exemple, la livraison de repas congelés à des personnes, souvent des personnes aînées qui peuvent plus conduire et tout ça. T'sais, chaque année, il faut que ça se renouvelle. C'est pas, il n'y a pas une année où est-ce qu'il y aura ce projet spécial-là, puis l'année d'après que ce sera plus un besoin. Là, il y a vraiment des choses qui doivent se faire en continu. Puis pour maintenir nos activités avec les membres, pour maintenir nos vies démocratiques, pour vraiment aller au fond de nos missions, ça prend un financement qui est récurrent, qui est stable, qui est suffisant. Donc ça, c'est sûr que c'est un premier défi, mais un autre défi qu'on rencontre, c'est tous les contre-coups du système public qui vit beaucoup de difficultés aussi. Donc, nous, une des revendications qu'on portait, parce que pendant la semaine, on a fait signer une lettre de revendication aux différentes personnes qu'on rencontrait dans la population. On a porté ces revendications-là à M. Stéphane Sainte-Croix. C'était l'importance d'investir massivement dans le filet social québécois. Les organismes communautaires ont fait partie du filet social, mais c'est aussi les programmes sociaux, puis c'est aussi les services publics, là, donc éducation, santé, services sociaux. Puis quand
ce filet, quand des parties du filet, donc par exemple quand le système de santé est plein de trous, ben c'est sûr que les organismes communautaires voient plus de gens arriver avec des situations qui des fois ont eu le temps de dégénérer, des gens qui ont besoin de services spécialisés, qui en ont pas. Donc ça amène une demande qui est accrue sur les organismes, une lourdeur des fois des cas qu'on rencontre. Donc il faut, ces choses-là vont de pair. On est interreliés en société, donc autant les différents axes d'injustice sociale peuvent se combiner, s'entrecroiser, ben aussi les différentes forces dans la société qui cherchent à aller dans le sens de la justice sociale puis des services de la dignité des personnes. On est aussi liés entre nous, puis quand un va moins bien, tout le monde va moins bien, là. Donc il y a vraiment un enjeu de ce côté-là aussi. En tout cas, merci beaucoup Gabrielle de nous avoir fait ce portrait et donner plus d'informations concernant ce sujet. J'avais une dernière question parce qu'on a parlé cette semaine de la justice sociale et climatique. C'est le lien, le pont entre les deux. Je sais que l'un peut toucher l'autre, mais comment est-ce que vous avez échangé là-dessus? Comment est-ce que tu pourrais nous décrire les deux termes ensemble? Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai pas donné beaucoup d'exemples là, jusqu'à maintenant par rapport à la justice climatique, mais en fait, c'est simplement de dire que dans un contexte crise climatique, il y a différents événements qui nous affectent, qui vont nous affecter. On peut parler d'épisodes de chaleur, on peut parler d'inondations, d'érosion des berges. C'est quelque chose qui est très présent ici en Gaspésie, en région côtière. Mais ces changements-là, ces bouleversements-là affectent pas tout le monde de façon égale. Donc, les personnes, encore une fois, qui sont plus favorisées, qui vivent, par exemple, dans des maisons plus solides, bien climatisées, bien chauffées l'hiver, par exemple, ils sont moins fragiles au changement climatique, sont moins fragiles aux catastrophes naturelles, par exemple. Tandis qu'une personne qui vit dans une maison un petit peu plus précaire, qui est en situation de chômage, par exemple, qui a pas beaucoup d'argent, si sa maison est affectée par un sinistre, une tempête hivernale ou quoi que ce soit, cette personne-là va avoir beaucoup plus de difficultés de se remettre des conséquences de ce cataclysme-là. Puis on parle de cataclysme, mais aussi, par exemple, le lien entre les périodes, par exemple, de sécheresse extrême qu'il y a eu en Californie depuis plusieurs années. Ça affecte la production des aliments. Tu sais, la Californie, c'est vraiment une zone de production alimentaire immense. Mais quand l'agriculture est affectée, le coût des aliments à l'échelle mondiale augmente. Puis même ici, on est touché par ça. Puis donc, les personnes qui ont moins de budget pour s'alimenter en général, ils vont encore devoir couper plus, ils vont vivre plus de précarité, ils vont se rabattre sur des aliments de moins bonne qualité et tout ça. Donc, il y a vraiment un lien entre les impacts climatiques puis la situation des personnes qui sont déjà en situation plus difficile ou marginalisée, ils vivent un impact disproportionné de ces changements-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de lier les deux. Puis quand on lutte contre les changements climatiques, il faut pas oublier comment différentes personnes dans différentes situations sont affectées par ces changements-là. Puis quand on parle de justice sociale, il faut pas oublier aussi qu'il y a l'aspect climatique aussi là qui vient se mêler au portrait. Merci pour cette précision et merci aussi d'œuvrer dans cette lutte là pour l'amélioration de notre région. Et puis merci encore pour ton temps pour répondre à nos questions. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Mauger Ford de Grande-Rivière est là pour vous.